Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette 65e édition des Hub Conférences. On est particulièrement heureux de vous accueillir ici ce soir à la Gaîté Lyrique, que je remercie déjà pour leur accueil chaleureux et toujours amical pour les Hub Conférences. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir un invité de marque ce soir, Monsieur Jean Jouzel. Ça ne vous aura pas échappé, la COP21 approche et donc se tiendra à Paris. Et donc, également pour marquer l'engagement de la ville de Paris, je vais passer la parole à Antoinette Gull, qui est adjointe à l'ESS, à l'innovation sociale, à l'économie circulaire et qui est donc évidemment concernée de très près par la COP21. Je laisse la parole à Antoinette, je reprendrai la parole quelques secondes plus tard et puis ensuite on pourra se lancer dans notre échange. Merci. Antoinette. Merci William, merci au HubConf et bonjour à toutes et tous. Alors moi je suis particulièrement heureuse ce soir d'être à côté de Jean Jouzel parce que je crois que si aujourd'hui nous avons une telle conscience des enjeux de la COP21, eh bien Monsieur Jouzel, vous n'y êtes pas pour rien car je crois que c'est vous qui nous avez aidés et qui nous avez permis d'avoir cette conscience environnementale il y a 20 ans, 25 ans, quand encore ce sujet était très très méconnu. En tant que militante écolo de longue date, je me souviens déjà de ces premières interventions où ça ouvrait le débat et ça permettait de comprendre ce qu'était le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, à quelques semaines de la COP21, c'est vrai, nous avons là un grand rendez-vous, un rendez-vous qui est primordial, qui définira sans doute l'avenir de la planète, mais surtout l'avenir de l'humanité. En tout cas, c'est ça l'enjeu qui se pose à nous. Et bien que la COP21 soit l'affaire d'une diplomatie des États et non pas des villes, je voudrais quand même dire que le rôle des villes dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense des enjeux environnementaux, ce rôle-là est primordial, car c'est dans les villes que s'inventent les solutions. C'est dans les villes que s'inventent les nouvelles solutions de transport. C'est dans les villes que s'inventent les solutions de végétalisation, c'est dans les villes que s'inventent les solutions, alors là je vais prêcher pour ma paroisse, mais d'une autre forme d'économie, plus sociale, plus circulaire, qui respecte à la fois les hommes et l'environnement. Alors, je ne vais pas être très longue, je voudrais juste vous inviter à passer sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour venir visiter un nouveau pavillon que nous venons de construire à la ville de Paris, qui s'appelle le pavillon circulaire et qui est par contre rectangulaire et qui a pour objectif de montrer combien nous gaspillons nos ressources naturelles et combien notre mode de vie et notre économie nous conduit à gaspiller ces ressources naturelles. Dans le bâtiment, nos ressources alimentaires, puisqu'on gaspille énormément d'aliments. Et ce sont toutes ces actions que nous menons. Donc nous avons voulu construire une maison, un acte un peu symbolique, uniquement à partir d'objets et de matériaux récupérés pour montrer que c'est possible. Ce pavillon circulaire sera aussi le lieu de toute une série de conférences et de débats auxquels j'espère nous aurons le plaisir d'accueillir les HubConf. Voilà, puisque je fais une première partie, je sais que c'est Jean Jouzel que vous attendez, alors je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais sachez que la mairie de Paris est très engagée dans sa politique de transport, dans sa politique de soutien économique, dans sa politique de végétalisation et de démocratie participative, et très engagée pour être un acteur essentiel de lutte contre le réchauffement climatique et de défense de l'environnement. Merci à vous. Merci Antoinette. Juste quelques mots pour vous présenter les Hub Conférences. Je m'appelle William Eland Goldsmith, je représente le groupe SOS. Les Hub Conférences, ce sont des rencontres qui sont organisées chaque semaine à Paris, en région, et qui visent à donner la parole à celles et ceux qui incarnent l'innovation sociale, l'innovation environnementale, l'innovation citoyenne. Et on espère qu'à travers ces conférences et en donnant la parole à ces innovateurs, on va pouvoir irriguer le débat public de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de concevoir l'économie. Et donc on est particulièrement heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux ce soir pour cette 65e Hub Conférence. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos rencontres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur hub-conférence.fr. Remercier également les partenaires sans qui ces rencontres n'existeraient pas.
évidemment la ville de Paris, mais Accenture, Avival, Crédit Coopératif, Danone Communities et Suez Environnement, et remercier également les partenaires presse qui nous accompagnent tout au long de l'année. Vous dire pour finir que les Hub Conférences sont organisées par le groupe SOS. Le groupe SOS est une organisation qui célèbre ses 30 ans. Vous aurez l'occasion de célébrer ces 30 ans avec nous, peut-être vendredi au Carreau du Temple. On organise une grande soirée pour faire mouvement autour de l'innovation sociale. Et donc, on espère vous y retrouver. On est déjà plus de 3000 inscrits. Et donc, ce sera une belle soirée pour faire la fête autour des sujets qui nous animent. Voilà, j'en ai terminé. Merci Alexis. Alexis donc, qui anime une nouvelle Hub Conférence. C'est un grand plaisir de te laisser la parole. Et j'espère que chacun passera une bonne soirée en votre compagnie à vous deux. Merci à tous. Merci. Merci, alors rebonsoir à tous. Moi je suis extrêmement fier d'accueillir Jean aujourd'hui pour cette 3e animation de Hub Conférence. Bonjour à ceux qui sont derrière nous. Alors bon, ça va être un peu spécial, mais on se retournera de temps en temps. On est ensemble jusqu'à 20h45. Vous aurez la liberté de poser des questions après. Vous pouvez également dès maintenant poser des questions via Twitter avec le hashtag HubConf, UPCONF. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors vous le savez, du 30 novembre au 11 décembre, c'est la COP21, conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. 2 issues possibles. Accord intergouvernemental ambitieux et concret avec des vraies mesures, des choses qui avancent d'un côté, ou un nouveau coup d'épée dans l'eau et des déclarations d'intention sans véritablement des actions derrière. Sachant qu'en coulisses, tout le monde dit que tout a déjà été décidé, que les Sherpas ont négocié déjà depuis des mois et que les décisions sont déjà prises et que la conférence va avoir une dimension grand public. Et justement, ce grand public, qui n'a pas l'air d'être très optimiste par rapport à cette conférence qui s'annonce, puisque selon le sondage qui est sorti récemment, IFOP WWF, 82% des Français affirment ne pas être convaincus par l'action gouvernementale face à l'urgence climatique. Alors, comme je vous le disais, première partie, échange avec Jean, que je remercie encore d'être avec nous ce soir. Et une deuxième partie où vous aurez l'occasion de poser vos questions. Alors pour rappel, Jean, on va parler de vous maintenant. Vous êtes climatologue. Ah oui, je tutoyais, c'est ça. Je te tutoie. Donc tu es climatologue, glaciologue, vice-président du GIEC, le groupe... Non, c'est faux. C'est faux, je commence très mal. C'est vrai depuis 3 semaines. D'accord, mais je suis très mal renseigné. Voilà. Je te laisse corriger alors. Je corrige. Ok. Au départ chimiste. Je dis pas de bêtises, c'est bon ça. Au départ chimiste, tu fais une thèse et tu intègres le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au début des années 70, dont tu es toujours directeur de recherche là-bas. Des travaux qui sont largement salués par tes pairs, plus de 45 publications scientifiques dans Science, dans Nature, notamment suite à des forages en Antarctique et au Groenland, pour étudier l'évolution du climat terrestre et démontrer en gros que l'homme a influencé le climat et contribué à son réchauffement. Tu es membre du comité de pilotage de la COP21. Et donc, je vais commencer directement par une question pour toi. Alors, juste pour préciser, on ne va pas rentrer à nouveau dans le constat du réchauffement climatique ou des chiffres que vous connaissez certainement tous, ou en tout cas avec lesquels vous êtes certainement tous familiers. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier bouquin de Nicolas Hulot, c'est intéressant parce que lui écarte le constat pour s'attacher aussi aux mesures et pour passer directement à l'action. Le constat, c'est l'augmentation du niveau des océans, les phénomènes climatiques extrêmes, les extinctions en masse et la biodiversité qui diminue, les migrations de population, etc. C'est ça que ça veut dire concrètement, et tu me corriges si je me trompe, le réchauffement climatique, avec un chiffre clé, l'objectif de limitation du réchauffement à 2 degrés. Jean, est-ce que tu peux nous commenter ce chiffre déjà ? Oui, commenter ce chiffre. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Alexis, merci à William, merci à Antoinette, merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Voilà, et merci à vous tous d'être là. Alors, pourquoi alors, je commence, oui. Non, pour le GIEC d'abord quand même. Alors donc, j'ai été membre, vice-président du groupe scientifique du GIEC entre 2002 et 2015, c'est-à-dire à chaque rapport du GIEC est attaché un bureau. D'accord ? Donc j'étais membre du bureau j'étais dans le 4e rapport, 5e rapport. Et là, le 5e rapport est terminé. On a eu à Dubrovnik, il y a 3 semaines, l'élection du
nouveau bureau pour le 6e rapport. C'est un Coréen qui est président du GIEC, Ung Sung Lee. Et du côté français, donc on a donc Valérie Masson-Delmotte, qui est aussi glaciologue, s'est engagée pour être en fait responsable du groupe scientifique, co-responsable avec un Chinois. Donc ça sera très bien. Il y aura beaucoup. Valérie est très très bien. Il y a certainement ici des gens qui la connaissent. Voilà. Donc, mais j'ai effectivement été impliqué dans le GIEC depuis 1994. Voilà. Alors les 2 degrés. Pourquoi? Oui, je crois que c'est simple. Les 2 degrés, c'est une décision auquel j'adhère. Alors certains pensent qu'il faudrait mieux limiter à 1,5 degré. Alors ça mérite d'être précisé. Qu'est-ce que c'est que l'objectif 2 degrés? Si on va lire la convention, la convention climat. La convention climat dans sa forme initiale, c'est l'article qui était au cœur de la convention climat. Tout le monde comprend que si on continue à émettre des gaz à effet de serre, on va vers un réchauffement. On ne va pas revenir là-dessus, on est d'accord. Mais dans la Convention climat qui est signée en 92, l'objectif c'était de stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le climat, sans objectif chiffré. On stabilise, mais il n'y a pas de niveau. Alors, en 2009, à Copenhague, on s'est considéré comme un échec. C'est un peu pour se faire pardonner, donc il n'y a pas eu de vraies mesures qui ont été prises, un peu pour se faire pardonner, disons, les chefs d'État, ou enfin ceux qui étaient là, disons, ils ont vraiment engagé. La Convention climat s'est transformée avec cet objectif 2 degrés qui a été entériné à Cancun l'année suivante. Et c'est quoi l'idée derrière les 2 degrés? Bien, c'est que si on réussit à limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés, c'est pas en 2100, c'est-à-dire que les activités humaines ne provoquent jamais plus un réchauffement limité à 2 degrés par rapport au pré-industriel. Alors pré-industriel, il y a déjà 6 dixièmes de degré, donc à peu près 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. Eh bien, on pourra s'y adapter au moins pour l'essentiel. C'est ça l'idée qui est derrière. Le réchauffement climatique est inéluctable, on ne va pas l'arrêter. Le niveau de la mer va continuer à monter. Voilà, donc, mais ce qu'on peut faire de mieux, c'est limiter de façon à s'y adapter. Par contre, à l'inverse, si on laisse aller la machine vers 4-5 degrés à la fin du siècle, plus après, eh bien, on voit que toutes les conséquences, tous les voyants sont au rouge, toutes les conséquences sont vraiment assez désastreuses dans tous les domaines. Donc, c'est cette idée de capacité d'adaptation. Et justement, puisqu'on parle de chiffres, quel est le chiffre qui t'empêche de dormir aujourd'hui et celui qui te fait rêver? Oui, alors le chiffre qui m'empêche de dormir, c'est celui donc, qui est la conséquence directe de l'objectif 2 degrés. Une fois que les pays ont accepté l'objectif 2 degrés, en gros, ils ont accepté, pour une des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, c'est que, disons, alors, la stabilisation, les niveaux de stabilisation à long terme est directement proportionnel à la quantité totale de gaz carbonique qu'on aura émis. Ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui ce qui nous reste de gaz carbonique à émettre si on veut rester en dessous de 2 degrés. Donc, et les chiffres sont là, c'est-à-dire il ne nous reste plus que 210 milliards de tonnes de carbone à utiliser, c'est-à-dire c'est 21 ans au rythme de cette année. Donc si on veut rester en dessous de 2 degrés, on peut faire 21 ans au rythme de cette année, c'est 10 milliards de tonnes chaque année de carbone qu'on utilise, et après zéro. Évidemment, c'est pas ça la conférence de Paris. La conférence de Paris, on va essayer en tout cas d'infléchir les émissions d'ici 2020, de les diviser par 3 entre 2020 et 2050 pratiquement, et arriver à neutralité carbone à la fin du siècle. Ça correspond à peu près à ces 210 milliards de tonnes. Donc c'est un chiffre qui effectivement, ça veut dire aussi, et je suis sûr que beaucoup de gens ici connaissent la campagne lancée en particulier par le Guardian, qui s'appuie directement sur le rapport du GIEC, c'est-à-dire que ces 210 milliards de tonnes représentent moins de 20% des réserves. Les réserves facilement accessibles de combustibles fossiles sont plutôt de 1500 milliards de tonnes. Donc, en gros, si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut abandonner les combustibles fossiles pour l'essentiel très rapidement. Ouais, c'est ça la difficulté. Donc on va revenir sur les difficultés, ça paraît presque impossible à t'entendre. Le chiffre non, ça reste possible. Le chiffre qui te fait rêver? Le chiffre qui me fait rêver, justement, c'est ce 2 degrés ou même 1,5 degré. Moi, j'aimerais bien qu'on y arrive. C'est vrai que... Bon, je trouve qu'on est d'un égoïsme terrible. Enfin, ma génération, toi, tu es plus jeune, Alexis, mais notre génération, on s'est construit quand même, justement, complètement sur les combustibles fossiles. Alors,
bon, je pense qu'on a perdu 20 ans, 25 ans. Quand on regarde le diagnostic du premier rapport du GIEC, c'est vraiment où on est. On prévoyait déjà un réchauffement de 3 degrés si rien n'était fait au milieu du 21e siècle. 65 cm d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle, de ce siècle. On en est là, quoi. Hein, donc on savait déjà. Et oui, effectivement, le film, je pense que c'est nécessaire. Et bon, c'est quand même important parce que c'est dur Enfin, ce qu'on a du mal à faire comprendre, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça va. Bon, en gros, ça détermine le climat de la fin de ce siècle. Mais alors, tu viens de le dire très justement, vous avez déjà tiré la sonnette d'alarme il y a très longtemps. Vous receviez de façon collective le prix Nobel de la paix en 2007. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ce prix Nobel ? Donc, qu'est-ce qui a changé ? D'abord, le 4e rapport du GIEC qui nous a valu le prix Nobel en 2007 a été, disons, a été après un peu. Disons, son image était un peu ternie, de façon évidemment biaisée. Il y a eu le Climate Gate en 2009. C'est vrai qu'il y avait une ou deux erreurs dans le 5e rapport du GIEC, sans aucune importance. Dans le 4e rapport du GIEC, donc c'est vrai que ça nous a laissé un goût un peu d'amertume. À l'inverse, le 5e rapport du GIEC, qui est sorti en 2013-2014 et qui va vraiment servir, disons, de socle pour qui sert d'ailleurs de socle pour les négociations actuelles, n'a pas souffert de cette image, disons, un peu ternie. C'est clair que le 5e rapport du GIEC, tout le monde l'a bien, disons, je crois que tous les négociateurs, bien sûr, l'ont bien accepté. Et l'intérêt du rapport du GIEC, c'est qu'il a été accepté par les gouvernements. Une fois qu'il a été prouvé par les gouvernements, il est clair qu'on ne commencera pas la conférence climat avec des gens qui remettent en cause le rapport du GIEC. Donc je crois que je dis souvent qu'il n'y aurait pas de conférence de Paris sans je crois qu'Antoinette l'a dit et tout ça, mais si tu veux, sans la communauté scientifique, sans ce travail du GIEC collectif, c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup le collectif et dans nos recherches aussi. Et puis allez, je vais faire un peu de publicité quand même. Tout ce qu'on a, ce qu'on a fait sur les glaces polaires. Il suffit d'aller au cinéma cette semaine voir La glace et le ciel. Donc c'est la vie de Claude Lorius, donc sur justement. Claude Lorius, qui est un glaciologue également. Donc ça sort cette semaine un film de Luc Jacquet qui montre toute cette aventure dans les régions polaires. Mais donc il y a, disons, ce chiffre de 2 degrés me fait rêver, mais on n'est quand même pas, c'est pas facile. Et la science a vraiment permis de faire avancer les politiques, parce que des rapports de ce type, il en sort depuis très longtemps. Est-ce que la science est à l'origine de la prise de conscience ? Moi, je pense que oui. Je pense que sans ces rapports du GIEC, d'abord les rapports du GIEC s'appuient les rapports du GIEC ne sont rien d'autre. Alors c'est pas une synthèse des résultats des scientifiques, c'est un diagnostic. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que un rapport du GIEC, c'est pas dire quelqu'un dit ça, quelqu'un dit le contraire, parce que ça arrive dans notre domaine, je veux dire, ou bien bon voilà, il y a aussi des différences dans les conclusions scientifiques, mais c'est effectivement se prononcer. Je donne souvent cet exemple du chapitre sur le niveau de la mer. En fait, il y a 2 écoles. Il y a une école qui s'appuie plus sur disons, de la modélisation des processus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ce qui nous amène à des chiffres d'élévation du niveau de la mer de 80 cm maximum à la fin du siècle. Et il y a aussi une autre école qui, disons, dite semi-empirique, donc qui regarde plutôt ce qui c'est l'évolution du niveau de la mer au cours des derniers siècles. Et en gros, c'est une extrapolation intelligente. Mais, donc, c'est une approche, disons, de modélisation, une approche semi-empirique. Et c'est clair que le GIEC a, bon, peut-être à tort, mais en tout cas a dit, enfin bon, dans le chapitre dit, nous on pense que l'approche la plus crédible, c'est l'approche sur les processus. Donc en fait, le GIEC n'a pas endossé ces chiffres qui circulent d'ailleurs d'élévation du niveau de la mer de 2-3 mètres à la fin de ce siècle, qui sont publiés. Mais comment vous tranchez du coup, parce que la science c'est des débats, c'est essentiellement oui, c'est des débats. Ce sont des longues discussions et dans les chapitres, bien les gens discutent et puis essayent. Bon, il y a quand même de l'intelligence collective. C'est la force du GIEC, c'est une expertise collective. Mais subsiste un doute ou pas ? Oui, il y a toujours des doutes. Il y a toujours des doutes. Bien sûr, il y a toujours des incertitudes dans tout ce. Par exemple, le cas du niveau de la mer, il reste toujours beaucoup d'incertitudes sur l'élévation du niveau de la mer. Tout le monde dit c'est pas pareil. Moi, je suis aussi de ceux qui pensent que, disons, cette approche plutôt qui laisse en dessous de 1 mètre à la fin du siècle est la plus raisonnable. D'autres, par exemple Valérie a signé un papier avec Jim Hansen dans lequel on parle plutôt de quelques mètres à la fin du siècle. Donc ça fait partie, en tout cas il y a des visions différentes de l'évolution du niveau de la mer parce que
certains craignent que, disons, la fonte des glaciers ne s'accélère. Voilà, donc oui, mais c'est une incertitude, effectivement. Mais de toute façon, même 80 cm, c'est déjà beaucoup trop. Oui, même l'hypothèse minimale. Ta prise de conscience, elle date de quand? Elle est venue comment? Ta vraie prise de conscience qui t'a conduit à t'engager? Oui, alors moi, j'ai commencé en 1968 au CEA, j'y suis toujours. Et non, dans les 10 premières années, on s'est intéressé aux glaces polaires. Mais d'ailleurs, c'est une époque, dans les 70, on parlait plutôt d'un retour à l'ère glaciaire. Enfin, bon, mais ça commençait quand même à parler du réchauffement. Et franchement, c'est un peu ce que raconte Claude Lorius dans le film, la prise de conscience, disons, dans les carottages, dans les forages de Vostok. Il montre vraiment un lien. Le forage de Vostok, c'est en Antarctique, hein, donc ça couvre 150 000 ans. Ça nous permet de regarder l'évolution de la composition de l'atmosphère dans le passé par rapport à l'évolution de la température. Et c'est clair qu'il y a moins d'effets de serre pendant la période glaciaire, plus d'effets de serre pendant les périodes chaudes. Alors, disons, à l'origine de ces cycles glaciaires et interglaciaires, ce sont les changements d'insolation, mais c'est très clair que dans les climats passés, la composition de l'atmosphère en effet de serre a joué un rôle. Et ça participe à la prise de conscience. Et surtout quand on voit que, bien là, on était au cours des 160 000 dernières années, on a étendu ça à 800 000 ans, on voit que jamais, sur cette période, et disons le dernier million d'années, les teneurs en gaz à effet de serre n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui. Hein, donc elles ont augmenté plus de 40% pour le gaz carbonique, et tout ça, on voit ça, disons, les travaux qu'on fait sur ces glaces polaires permettent effectivement de le mettre en évidence. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe encore, c'est vrai, on n'en parle pas directement, il n'y a plus je dirais que la voix des climato-sceptiques s'entend moins. Ils existent encore. Oui, ils existent encore. Disons, elles s'entend moins. Bon, il y a deux types. Bon, je dirais que être climato-sceptique, c'est légitime. Je veux dire, en ce sens, j'essaie de m'exprimer, disons, remettre en cause, disons, c'est tellement important. Enfin, je dirais qu'une fois qu'on a accepté la réalité du réchauffement climatique, on adhère assez rapidement à l'idée qu'il faut changer de mode de développement. Si on va un peu au bout du raisonnement, c'est quand même ça, parce que bon, c'est difficile d'accepter les réchauffements de 4-5 degrés à la fin du siècle. Une fois qu'on a, disons qu'on est... Alors, il y a effectivement cette idée, beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas pour cette raison-là. Mais du point de vue scientifique, il y a de moins en moins d'arguments scientifiques. Mais bon, je pense normal qu'on nous pose ces questions. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Parce que c'est vrai. Une fois que vous l'avez accepté, que tu l'as accepté, c'est quand même quelque chose qui nous emmène loin. Alors il y a aussi... d'autres climato-sceptiques je dirais, où les arguments scientifiques ont complètement disparu. Hein. Je peux citer le livre de Philippe Verdier. Pas grand-chose contre lui, mais enfin, il n'y a pas d'argumentation scientifique. C'est une posture aujourd'hui Oui, c'est une posture. C'est du genre, vous voyez, l'été dernier, il faisait un peu chaud. Est-ce que vous étiez malheureux? C'est pas ça le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. C'est complètement différent. Un monde à 4-5 degrés de plus en moyenne, ce sont des étés qui peuvent être caniculaires de 6 à 8 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. C'est un monde complètement différent. Donc, je veux dire... disons, faire part de son climato-scepticisme en disant, vous voyez, est-ce que vous êtes malheureuse l'été quand il fait chaud? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une blague un peu populaire. Dès qu'il fait un peu chaud ou froid, on se dit, voilà, le réchauffement climatique. Quoi. Mais demain, mise en situation, tu te retrouves bloqué avec Lord Monckton et Claude Allègre dans une maison, il y a l'orage dehors, tu peux pas sortir pendant 24 heures. Tu leur dis quoi? Lord Monckton, je l'ai rencontré, oui, il est un peu... Oui, voilà, c'est un climato-sceptique anglais qui travaille plus sur les problèmes de rayonnement, nous disant que tout ça a été relativement démonté. Moi, je suis pas spécialiste de rayonnement, mais c'est quand même bien établi et les réponses ont été apportées. Sur Claude Allègre, oui, ça m'est arrivé de débattre avec lui. C'est un peu regrettable qu'il puisse plus débattre pour des problèmes de santé. Non, je suis sérieux. Oui, je continue à débattre, je discute avec lui, j'essaye de le convaincre. Moi, je pense qu'il faut argumenter. Enfin, on a le droit d'être sceptique, mais il faut ensuite, peser les arguments des uns et des autres. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas le scepticisme en soi qui est quelque chose, je pense que c'est plutôt quelque chose de très sain. Donc ensuite, il faut regarder, nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur ces problèmes d'attribution. Il y a des centaines de pages dans le rapport du GIEC et je crois que c'est bien expliqué.
Oui, ça fait partie de la démarche scientifique d'être sceptique. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la COP 21 maintenant. On parle de sceptique. Est-ce que tu es optimiste sur l'issue de la COP 21 ? Disons que la COP 21, ça sera un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Alors on le regardera. Donc où on en est actuellement. Tous les pays. Donc, ce qui est intéressant dans la COP 21 actuellement, dans la mesure où il y a un objectif chiffré que tous les pays ont adopté, donc c'est plus facile de voir si on en prend le chemin ou pas. On est d'accord, c'est parce que quand il y a un objectif flou, on ne sait jamais très bien. Là, il y a un objectif chiffré. Tous les pays ont signé la Convention climat, on va prendre des mesures pour rester à long terme en dessous de 2 degrés. Actuellement, donc ça veut dire quoi? Qu'il faut, je ne vais pas me répéter, il faut diminuer rapidement les émissions de gaz à effet de serre, enfin les infléchir, puis les diminuer rapidement. Où en est-on actuellement? D'un côté, alors, on a, à l'inverse de Copenhague, donc, qui a été c'est quand même un échec où la Convention climat, c'est-à-dire les Nations Unies, la Convention climat avait essayé d'imposer des objectifs aux pays. Là, on a pris la Convention climat a pris le chemin inverse, c'est de demander aux pays ce qu'ils pouvaient faire. Alors, ça a un côté très positif, c'est-à-dire que pour le moment, il y a à peu près 190 pays. Je crois aujourd'hui, c'est à peu près 150 pays qui représentent 90% des émissions qui ont mis leur contribution sur la table. Alors, les pays qui ne l'ont pas encore fait, mais qui vont le faire quand même, ce sont les pays pétroliers, Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigeria en Afrique, le Venezuela, l'OPEP n'ont pas, mais ça a quand même avancé. Donc des pays comme la Chine ont été très proactifs, ils ont mis leur contribution rapidement sur la table. Et chacun s'engage au niveau qu'il souhaite. Qu'il souhaite, oui. C'est un peu. Donc, alors le résultat, c'est que les engagements sont là. Même les pays en voie de développement peuvent s'engager sur des actions d'adaptation au réchauffement climatique. Disons ce qu'on appelle, ces contributions peuvent avoir des formes très différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est les contributions qui effectivement contribuent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Le problème qu'on a avec ces contributions, c'est que les contributions sont jusqu'à 2025-2030 au maximum. Donc on est devant un problème qui n'est pas bien défini. Alors la question qui est posée actuellement, c'est est-ce que ce qu'on a sur la table sur 2025-2030 reste compatible avec un objectif long terme à 2 degrés? Et pour le moment, la réponse est plutôt non. On a fait une bonne moitié du chemin. Mais si on veut avoir des trajectoires compatibles avec cet objectif de degrés, il faut faire mieux. Alors d'un côté, elles sont quand même très significatives. Disons, c'est pas rien qui a été mis sur la table. C'est significatif, c'est pas suffisant. Donc, alors il y aura très probablement un accord, donc qui ne sera pas complet. On pourra juger. Il y a une autre façon de juger du succès de l'accord, c'est est-ce qu'il y a une clause de révision. Donc l'idée après, c'est est-ce qu'on peut avoir une clause de révision on en parle dans les négociations assez rapidement, 2018-2019, qui permettent de relever l'ambition. Alors ça veut dire relever l'ambition, ça veut dire aussi que là on est à l'innovation, c'est quand même de l'innovation technologique dans tous les domaines qu'il faut mettre en place. Donc c'est ça qui est très important. Donc voilà, donc c'est un critère de succès, c'est une clause de révision. Est-ce qu'on est capable de commencer à vraiment discuter de donner un prix au carbone? Parce que la seule façon, donc il faut quand même... Ça fait longtemps qu'on en discute, ça, quand même. Oui, mais pas tellement dans le cadre de la Convention climat. Donc il n'y a pas de vraie discussion dans le cadre de la Convention climat. Et c'est la seule façon pour que les énergies renouvelables, qui ont un énorme potentiel, réussissent vraiment à émerger. Et puis l'autre critère de succès ou d'échec, c'est la capacité des pays développés à tenir leur engagement de Copenhague. Cet engagement était qu'à partir de 2020, ils fourniraient 100 milliards de dollars par an aux pays en voie de développement pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. C'est ça, c'est aussi un autre critère de succès et c'est pas non plus gagné d'avance. Ouais, voilà, ce sont des choses sur lesquelles on pourra juger, mais ça ne sera pas un succès complet. Mais bon, on peut voir un vin. Bon, moi j'aurais plutôt tendance, je pense, à avoir un verre à moitié plein, à essayer de continuer. Donc optimiste. Ouais, non, modérément, mais je veux dire, ça ne sera pas non plus l'échec de Copenhague. Mais en gros, la conclusion, c'est bien, mais pas top, quoi. Voilà. C'est ça. Okay. On verra bien après. Bon, ça va évoluer dans les détails, mais qui sont les pays moteurs? Les pays moteurs, alors les bons.
Par rapport à leur degré d'impact aussi. Oui, ça, j'imagine. Les deux pays les plus ambitieux, c'est des pays zéro carbone. Il y en a deux. Alors bon, si je demande ici, il y a peut-être des gens qui le savent, il y a le Costa Rica et Bhoutan. Donc voilà. Mais enfin, ça va pas. Bon, mais enfin, ils ont dit on y va, nous. Hein. Donc il y a des pays. Non, autrement, la Chine, c'est pas négligeable ce qu'ils ont fait, même s'ils continuent à émettre. Il faudrait. Bon, ils ont promis avoir leur pic d'émissions avant 2030 au plus tard, et ils s'engagent vraiment dans des marchés carbone dans les provinces. Il y a des choses qui se passent. Ils veulent vraiment. Il y a vraiment une véritable volonté. Les États-Unis, c'est pas assez. Disons ambitieux, parce que c'est par rapport à 2005. L'Europe, c'est moins 40%, mais pour diviser par 4 à horizon 2050, il vaudrait mieux moins 50% à horizon 2030. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, l'Europe à moins 40%. C'est dur, l'Europe, moins 40%, parce qu'on voit bien qu'il y a des pays qui traînent des pieds. La Pologne, donc, et encore avec le nouveau gouvernement polonais. Alors, il y a des pays où ça change, donc, enfin, peut-être politiquement. Politiquement, le Canada était très mauvais élève, ils ont suivi les États-Unis. Disons le fait que Stephen Harper était vraiment extrêmement négatif par rapport au réchauffement climatique. Donc il y a des choses qui changent. L'Australie, ça peut changer aussi au niveau gouvernemental. Donc il y a des pays qui traînent des pieds, mais bon, l'Europe est quand même bon élève. En France, par exemple, la loi sur la transition énergétique s'inscrit pleinement dans l'objectif global. Si on l'a réussi, on est dans les clous par rapport à ce qu'il faut faire au niveau mondial. Avant de revenir à la France, les vrais leviers chez les pays, c'est qui? C'est la Chine, les États-Unis, qui d'autre? Donc les émissions, Europe, États-Unis, Chine, ça fait pratiquement la moitié des émissions. Donc ensuite, il y a l'Inde, l'Indonésie, le Brésil. Donc on voit bien que, disons, les pays qui peuvent être moteurs, ce sont ces grands blocs. Les trois. Voilà. Mais bon, derrière, il y a quand même le Brésil, l'Indonésie, l'Inde, d'autres pays, voilà. Mais ça représente déjà pratiquement la moitié des émissions. Alors justement, tu évoques la France à l'instant. Comment tu situes la politique du gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique? C'est quoi ton opinion là-dessus? Je me suis penché sur la loi sur la transition énergétique. J'ai été co-rapporteur de l'avis du Conseil économique et social, donc ça m'a permis d'y plonger. Je suis vraiment en phase avec les objectifs de la loi, c'est-à-dire division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en France à horizon 2050, 32% d'énergie renouvelable à horizon 2020. Bon, en tout cas, l'objectif à horizon 2050 est déjà pas mal. Mais bon, là, comme toute loi, c'est notre capacité à la mettre vraiment en œuvre, qu'elle reste aussi, disons, même s'il y a des changements de gouvernement, il y a une certaine continuité dans la lutte contre le réchauffement climatique en France, entre les gouvernements successifs, mais enfin qu'elle reste vraiment et qu'elle se mette en marche. Le problème, ce sont les décrets d'application, les moyens qu'on met en œuvre. Ça ne va pas être simple d'avoir 32% d'énergie renouvelable en France en 2030. Donc, c'est pas gagné d'avance. Donc, c'est vraiment des vrais changements, des changements profonds. Il y avait à une époque un grand débat sur la question du réchauffement climatique, sur le thème est-ce que c'est un truc de riche? Tu as partiellement répondu à la question, en fait, oui. Effectivement, en expliquant que des pays en développement s'engageaient déjà. Mais est-ce qu'on peut être pauvre? Et je veux dire, c'est aussi bien valable à l'échelle d'une nation qu'à l'échelle individuelle, et se préoccuper d'impacter sur le réchauffement climatique. Il y a des pays qui le font, des pays qui regardent cela, parce qu'il y a quand même deux choses. Si tu es d'un pays africain pauvre, si on peut prendre, disons, une des raisons pour lesquelles le développement y est difficile, dans certains pays au moins, c'est justement déjà le climat qui est à la limite de l'acceptable. Et ces pays savent très bien, si on prend 4 degrés en moyenne globale, l'Afrique prendra 4 degrés. Et ils le savent. Donc, c'est pas. Donc, je veux dire, à un moment, quand même, ils se posent aussi les bonnes questions. Et puis, ils payent un peu pour les autres aussi. Ils payent. Alors, ensuite, le problème pour moi du réchauffement climatique, c'est que si on ne réussit pas à lutter contre le réchauffement climatique, évidemment, les pays riches ont des capacités d'adaptation. Généralement, ils sont dans des pays, en tout cas, pour certains des pays, ils sont moins, disons, vulnérables. Et donc, si on ne réussit pas, ça va créer un fossé énorme entre le milliard de riches et les 6 ou 7 milliards de pauvres de la planète. Ça va creuser ce fossé. Ça, c'est très clair. Ça va être disons, une raison supplémentaire de déstabilisation de notre monde. Et je dis souvent que c'est un peu la signification du prix Nobel qu'a eu le GIEC, c'est que si on ne fait rien, effectivement, pour lutter contre le réchauffement climatique, ça sera très très difficile d'avoir un monde qui se développe harmonieusement. À l'inverse, si on fait quelque chose, c'est vraiment solidarité internationale, c'est tous ensemble.
C'est ça la signification. Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Je pense notamment, la question que je me posais en préparant l'entretien, c'est est-ce qu'il y a un super-héros du réchauffement climatique? Et je pense au pape. Oui, j'ai bien aimé. J'ai commenté pour une revue l'encyclique du pape, que j'ai beaucoup aimé, qui est effectivement, en tout cas, enfin même pour le reste d'ailleurs, je dois dire, mais en tout cas pour la partie climat qui est tout à fait dynamique, donc on y trouve vraiment justement, et puis qui fait un lien très fort, pour revenir à ce que tu as dit Alexis, qui fait un lien très fort entre lutte contre le réchauffement climatique, développement, lutte contre la pauvreté, et tout ça dans l'encyclique, c'est vraiment inscrit. Je vous invite à la lire, et donc moi, c'est vrai que j'ai fait un commentaire plutôt assez... disons assez favorable, enfin en tout cas sur le problème de réchauffement climatique, mais sur l'ensemble, c'est vraiment, moi je vous invite à la lire, elle est très forte, mais là, il y a eu aussi, au-delà de l'encyclique du pape en France, les 6 religions majeures françaises sont inscrites dans la lutte, ils ont fait un appel commun, donc c'est très bien, oui, je pense que les autorités morales ont un rôle à jouer, et je pense qu'il faut tous, pour moi j'étais plutôt assez favorable à ça, on a beaucoup discuté. Par exemple, au sein de la Fondation Hulot, Nicolas est aussi très favorable à ça. D'autres dans la Fondation y sont moins. Mais moi, je suis plutôt du côté, je pense qu'il faut que quelqu'un dise qu'il a envie que les choses se passent, que ce soit le pape ou un autre, ou Athanas qui était, je pense que c'est quand même bien. C'est certainement un super levier, oui, probablement. Alors, question naïve, le Vatican fait partie des négociations? Non. Mais Monaco, oui. Andorre, oui. Ça a tout changé. Voilà, le Liechtenstein, ils sont là. Non, ils font partie des négociations. Et puis, ils votent pour le président du GIEC, par exemple. Donc, d'accord. Voilà, tout d'un coup, des petits pays comme Andorre deviennent très importants au moment des votes des Nations Unies. D'accord. On va venir maintenant sur les solutions. Quelles seraient, à court terme, pour toi, les principales mesures que doivent prendre les gouvernements pour endiguer le réchauffement? À très court terme, là, tout de suite. Donc, à très court terme, c'est justement la question qui se pose, puisqu'il faut en prendre à court terme. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est peut-être les mesures à court terme qui sont les plus faciles, c'est-à-dire infléchir les courbes d'émissions. Il suffirait très probablement que chacun d'entre nous, chaque pays, fasse un peu attention à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, effectivement, ici on est dans l'économie solidaire, il y a beaucoup de gâchis, de beaucoup de choses, pas que de nourriture, d'énergie aussi. Donc la première étape n'est pas forcément la plus difficile. Enfin, il faudrait le vouloir. Mais techniquement, c'est de l'efficacité énergétique, c'est, disons, infléchir les courbes d'émissions. C'est pas forcément d'ici 2020. Si tous les pays en prenaient conscience, simplement faisaient un peu d'attention, alors pas que les pays, les villes, tout le monde, disons s'il y avait un peu d'attention au problème, c'est après que c'est difficile. Mettre une économie en marche sur une division par 4, c'est changer complètement, là, c'est les investissements. Donc dans un premier temps, c'est des choses peut-être faciles, tu vois, et puis dans un deuxième temps, c'est changer complètement le système économique il faudrait que tous les investissements qu'on fait se fassent dans une perspective de société bas carbone. Dans les bâtiments, dans le transport, dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas ce qu'on fait actuellement, mais enfin, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais ça, c'est pour ça. Ce que je dis souvent, c'est que, je ne veux pas trop revenir dessus, mais il n'y a pas que le niveau des contributions à horizon 2020 qui serait important. C'est est-ce que notre économie, nos économies, les investissements en 2020-2030 permettent effectivement ce grand plongeon vers la société sobre en carbone en 2050 et au-delà. Et ça, c'est tous les investissements qu'on va mettre en route actuellement. Et c'est aussi important que les contributions elles-mêmes. Et vous êtes au croisement de sujets du coup d'économie, de croissance. C'est quoi la position? Le GIEC a jamais pris des positions sur la croissance? Non, le GIEC ne prend pas de position, ne fait pas de recommandations. Le GIEC analyse, fait un diagnostic, on dit un assessment en anglais, c'est peut-être plus clair, mais c'est un diagnostic critique. Et donc le GIEC, les économistes du GIEC, sont quand même très clairs. J'aime bien par exemple, quelques chiffres qui sortent c'est le troisième groupe. Enfin, donc moi, je suis moins directement impliqué, je suis plus sur l'aspect scientifique. Des conclusions qui sont très importantes. Donc ça reste, moi je peux citer deux choses. D'abord, en termes de développement, réussir la transition reste techniquement possible, économiquement viable. Donc techniquement possible, ça veut dire qu'il faut quand même changer beaucoup de choses, on est bien d'accord, mais ce n'est pas impossible. Économiquement viable, le GIEC, des économistes disent que c'est écrit dans le rapport du GIEC, que si on réussissait cette transition vers un monde bas carbone,
eh bien, on perdrait en gros 1 an tous les 30 ans en termes de PIB, mais ceci sans tenir compte des co-bénéfices liés à la lutte contre le réchauffement climatique, en termes de qualité de vie, de désastres évités. Donc ça vaut, du point de vue économique, ça vaut quand même largement la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Le problème de l'économie, c'est que, ça c'est vrai à moyen terme, à échéance de 1-2 décennies, c'est toujours le problème du jour le jour, de ce qu'on fait demain. Et là, l'économie à court terme n'est pas toujours d'accord avec l'économie à moyen à long terme. C'est ça la difficulté de l'économiste. Ensuite, il y a quand même alors, les économistes aussi voient un monde. Alors, c'est quoi les leviers en termes de... disons, quand on regarde les investissements, donc tu me parles d'économie, les investissements ils ont regardé, enfin, il y a tout un ensemble de scénarios qui permettraient de rester en dessous de 2 degrés. Alors, il n'y a pas qu'un scénario et différentes façons d'y arriver, en tout cas de ne pas dépasser Et tous ces scénarios, ils ont regardé les caractéristiques en termes de modification de flux d'investissement. À horizon 2030, hein, donc, enfin, de la prochaine décennie. Et le principal levier, c'est mettre 600 milliards d'euros, 600 milliards de dollars, il parle en dollars par an, à horizon sur l'efficacité énergétique. C'est le premier levier. C'est pas des chiffres complètement farfelus, hein. Je rappelle que c'est 500 milliards de dollars chaque année de subventions aux combustibles fossiles au niveau mondial. Ensuite, le deuxième levier, c'est évidemment désinvestir des combustibles fossiles, hein. Donc cette campagne a un sens par rapport à la fois à la fois de l'extraction et de l'utilisation des combustibles fossiles. C'est aussi, alors sauf à développer, c'est comme ça que j'analyse, enfin c'est clairement analysé, sauf à développer des techniques comme le piégeage et le stockage du gaz carbonique pour utiliser quand même du combustible fossile, mais le piéger ensuite. Ensuite, dans ces scénarios, tous ces scénarios gardent une petite part de nucléaire, mais sans changement beaucoup d'investissement. Et bien sûr, ce qui, dans ces scénarios, prend... son envol, ce sont les renouvelables, hein, les énergies renouvelables, et aussi on voit une électrification de l'énergie. Ça, c'est principal. Alors, il faut évidemment agir sur les autres gaz à effet de serre qui sont plus liés aux pratiques agricoles, mais l'énergie, c'est 75% des émissions. Donc, quand on parle d'énergie, il y a l'électricité, il y a la mobilité, la chaleur. Actuellement, l'électricité, c'est 20-25% de l'énergie suivant les pays. Et les économistes voient une énergie où la part de l'électricité est plus importante. Bien sûr, on pense tout de suite à la mobilité, c'est-à-dire que, remplacer les combustibles fossiles, c'est soit l'électricité, soit l'hydrogène. Mais enfin, voilà, donc c'est ça l'idée de ces scénarios. Avoir confiance dans la technologie pour permettre de changer les choses, c'est une vision scientiste ? Non, je pense que... Alors moi, je dis souvent et je redis qu'on ne réussira pas... On ne réussira pas sans innovation majeure, disons la transition énergétique. Et par exemple, il y a des verrous comme le stockage de l'énergie. Si on ne progresse pas, il faut diminuer les coûts. C'est ce qui arrive pour le solaire actuellement. Donc si, je crois à l'innovation. Je ne pense pas que c'est être scientiste de penser... Alors par contre, là où on peut parler de scientiste, c'est plutôt la géo-ingénierie, c'est-à-dire, mettre l'innovation au service de méthodes qui intentionnellement contreraient le réchauffement climatique, par exemple mettre des poussières dans la stratosphère. Et là, c'est du point de vue éthique, c'est complètement un égoïsme, vraiment très 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 fort, puisque cette fois de nos générations, puisque si on fait ça, même si ça marche, et ça risque de ne pas marcher, et puis ça risque de modifier les précipitations sur la planète, même si ça marchait, ça veut dire que c'est pour une raison quelconque. Alors on devrait toujours augmenter la dose, hein. En gros, c'est jouer les volcanologues, hein. On devrait toujours augmenter la dose pour contrer le CO2 qui augmente. Ça n'éviterait pas l'augmentation du niveau de la mer, ça n'éviterait pas l'acidification de l'océan. Et puis c'est pour une raison quelconque géopolitique, technique, quelle qu'elle soit, dans 30-40 ans, on est obligé d'arrêter. Eh bien, le degré qu'on aurait pris en 30-40 ans ou le degré et demi, on le prendrait en 10-20 ans, ça serait encore plus terrible. Donc je trouve ça extrêmement égoïste, sans parler. Alors là, justement, c'est pour ça que je suis très sceptique sur l'application de la géo-ingénierie et de toutes ces méthodes. Il y en a d'autres de ce type, on pourra en parler, mais oui, là, c'est du scientisme. Mettre, par exemple, l'innovation, la recherche au service de méthodes qui permettraient de répondre aux problèmes de stockage de l'énergie ou dans les usages, ça me semble quelque chose de très sain. Quelles sont les solutions les plus farfelues ? Parce que là, tu en évoques une qui est assez amusante. La plus farfelue, c'est de mettre des miroirs dans
disons, alors il y a des points où ces miroirs pourraient effectivement être efficaces, mais c'est complètement farfelu quand on regarde, disons, envoyer des miroirs disons, je ne sais plus le point comment ça s'appelle, c'est pas grave, disons un endroit Dans l'espace, dans l'espace, oui, dans l'espace, des miroirs énormes, c'est complètement farfelu et c'est assez irréalisable, mais chacun la voit. Les autres méthodes, c'est par exemple de mettre du fer dans l'océan, mais ça marche pas bien, ça aussi. Pour quelle raison? Parce que on n'atteint pas l'objectif, disons provisoirement, temporairement, les quantités en gaz carbonique sont diminuées, mais pas sur le moyen terme. Donc mais le fer agit comment? Qu'est-ce qui se passe? Le fer, parce que, disons, le gaz carbonique est absorbé dans l'océan sous forme, à la fois, quand on forme tout ce qui vit dans l'océan, la productivité océanique, ça va partir du phytoplancton. Et il y a dans l'océan des éléments nutritifs qui sont dans certaines régions de l'océan, qui sont absents ou en quantité insuffisante. C'est le cas du fer, qui est un élément indispensable pour la formation de ce phytoplancton, et généralement de la vie, on a du fer. Et donc certaines personnes ont dit il y a des régions de l'Antarctique ou d'autres régions, ça peut être où il n'y a pas assez de fer, on va en mettre et ça absorbera plus de CO2. Le problème, ça n'empêche pas l'acidification de l'océan, là non plus, et ça ne fonctionne pas vraiment comme les gens l'espéraient. Du plancton transgénique, ça n'a jamais été... non, okay. C'est pas... c'est pas... Bon, c'est des risques. Donc voilà... Mais ces réflexions existent sur ce qu'on appelle, nous, la géo-ingénierie. Mais disons, c'est quand même très dangereux. Je pense qu'il vaut mieux jouer sur le levier de diminution des gaz à effet de serre et d'adaptation au réchauffement climatique qui est absolument indispensable. Oui, c'est un peu écarter le problème. Je te posais une question en aparté tout à l'heure que je te repose maintenant. Est-ce que tu continues à prendre l'avion? Oui. Mais c'est pas bien parce que je l'ai pris aujourd'hui. D'habitude, attends, je vais me défendre. Alors, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait 2000 km de train. Je suis allé 2 fois à Draguignan en train, aller-retour. Donc ça fait déjà près de 1000 km à chaque fois, un peu plus d'ailleurs. Et puis j'ai fait quand même, je vais défendre mes petits collègues. Je suis allé sur le train du climat ce week-end. Je suis allé à Lille faire une conférence. Donc toute la communauté s'est organisée au cours des 3 dernières semaines. Donc il y a eu le train du climat. Parti de Paris et qui a fait 19 étapes en France. Moi, j'ai fait les 2 dernières étapes parce que j'étais autre part. Et voilà, j'ai fait les 2 dernières étapes en train. Donc, effectivement, je préfère prendre le train généralement. Mais demain, je vais à Milan. Donc, tu as raison de me poser la question. Je suis mauvais élève. Là. Voilà. On a parlé beaucoup d'actions collectives. On n'a pas parlé d'actions individuelles. À une époque, on parlait beaucoup des petits gestes pour l'environnement. On n'en parle plus trop. Oui, mais moi, je pense que c'est peut-être une erreur, parce que c'est une erreur. Quand on me pose la question, ça arrive très souvent. Je redis, quand tu regardes sur la structure des émissions en France, la moitié des émissions sont liées au transport, au domestique, ce qu'on fait chez soi, l'électricité, le chauffage, et puis à l'alimentation, par exemple. Donc voilà, c'est quand même 3 postes. Après, on peut dire l'industrie, c'est pas nous, ou même c'est quand même 3 postes qui représentent largement la moitié des émissions en France et sur lequel, finalement, par nos décisions de chaque jour, on peut influer. Donc, même si sur cette moitié des émissions, on joue chacun d'entre nous que pour 10%, effectivement, en prenant plus le train que l'avion ou le covoiturage, ou en faisant attention chez soi à l'utilisation d'énergie, si on est en isolant, on voit bien l'efficacité énergétique dans tous les domaines, c'est loin d'être négligeable. Donc c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut garder cette motivation que chacun d'entre nous, on fasse attention. Donc je pense à partir de ça que les petits gestes ont un sens. C'est pas suffisant, mais c'est aussi nécessaire. Et sur cette question de l'alimentation aussi, qui est largement évoquée, sur la consommation de viande. Alors vous avez vu que l'OMS vient de sortir une recommandation dramatique. Il faut en terminer avec le saucisson maintenant, parce que ce serait cancérigène. Je refuse. Ouais. Mais... Bon, donc voilà. Oui, non, il faut faire attention. Voilà. Donc, en tout cas, oui, la viande rouge est attaquée à la fois comme à travers son aspect cancérigène, mais en tout cas, comme émission de gaz à effet de serre, il y a un lien, et c'est vrai qu'on ne peut pas sur cette planète vivre en termes d'utilisation de viande rouge. Alors, il y a eu beaucoup de discussions. C'était un colloque ce matin à Brest, justement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur ça. Et, il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est vrai pour les États-Unis. Nous, la part de viande, c'est 100 grammes. Eux, c'est 400 grammes à chaque fois. Donc, voilà où on en est dans les discussions. Voilà. Ce n'était pas une discussion vraiment climat, mais enfin, déjà, un débat.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ces actions individuelles sont souvent des actions aussi d'économie, donc ça prend un sens totalement différent en période de crise. Vous savez, la consommation collaborative, on en parle souvent comme quelque chose de malin. Autrefois, on disait qu'on était radin quand on partageait. Mais là, d'un seul coup, ça prend un sens aussi différent avec la question Ça climatique. prend un sens différent. Et bon, pour revenir sur la loi de transition énergétique, mais les gens ici le savent certainement, c'est quand même la première fois que dans une loi, il y a un chapitre sur l'économie circulaire. Donc c'est très important. Donc c'est vrai que cette loi a quand même un sens aussi sur les problèmes d'économie circulaire qui peuvent être un vecteur d'économie d'énergie et d'économie de ressources en général. Et alors, on est dans un cénacle de l'économie sociale et solidaire, on en a parlé tout à l'heure. Quel regard tu portes sur les nombreux projets entrepreneuriaux qui se déploient aujourd'hui autour de cette économie circulaire, de l'économie du partage, de la volonté d'avoir des entreprises moins polluantes aussi, hein. Oui, je pense que c'est là l'avenir et que tous ceux qui s'impliquent, alors à la fois dans l'économie circulaire, mais l'économie solidaire, sociale et solidaire, généralement est aussi disons, épouse, alors ça va au-delà, mais ça épouse quand même cette idée de préserver les ressources et effectivement de faire de façon à ce que chacun en bénéficie, c'est bien ça l'idée. Donc moi je suis vraiment complètement pour et je pense qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en route et que ça participe quand même, au fond, à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est très clair. Alors, on ne va pas tarder à vous passer la parole, mais avant ça, j'aurais 2 questions encore à te poser, avant que je laisse la parole. On m'a dit que tu prenais ta retraite, entre guillemets, bientôt, en janvier, tu m'as confirmé. J'ai choisi la date, oui. Quelle chance. Oui, c'est vrai, oui. Non, je suis dans un organisme qui finalement, moi je suis au CEA depuis 48 ans, on m'a jamais beaucoup embêté, on m'a laissé toujours faire ce que je souhaitais sur le climat. Donc c'est finalement, et donc voilà, j'arrête, je dis que j'arrêtais. Bon, mais ça fera quand même, je commence ma 48e année, donc je suis rentré au CEA en 68. Donc j'ai mes fiches de paye depuis 1968. Donc et tu vas vraiment arrêter, tu vas arrêter les conférences? Non, je serai directeur de recherche au mérite. J'ai déjà toute une liste de conférences sur les 3 premiers mois, donc je ne vais pas vraiment arrêter. J'ai toujours aussi quelques articles à écrire. J'aime bien toujours faire ça. Mais alors, voilà. Donc la vie va changer. Enfin, ça va changer un peu. Faut aussi on a aussi 7 petits enfants quand même. D'accord. Pas assez. Il faut du temps. Un prochain cheval de bataille? Oui, enfin moi c'est vrai que j'ai envie de continuer sur. Non, j'ai pas forcément envie. Je m'implique sur d'autres choses. Par exemple, je suis président d'associations sur la responsabilité scientifique, c'est très important, surtout les problèmes d'éthique dans notre science. Tout ça, voilà, le MURS, tout ça, je fais des choses qui aussi en dehors du climat, et ça m'intéresse aussi. Bien sûr, je suis aussi président de Météo et Climat. Dans le domaine, on essaye de motiver effectivement autour de ça des associations. Donc ça, j'y consacrerai plus de temps maintenant. J'ai pas d'idée complète de changement, mais ça viendra peut-être. Il y a des gens qui me sollicitent, mais bon, il y a déjà tellement à faire sur ces aspects climat-environnement que j'essaierai de continuer un peu. Et alors, on s'avance un peu, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on considère comme ton legs? Moi, d'abord, c'est pas comme mon legs, mais je redis que la communauté scientifique, c'est cette communauté climat qui s'est mise en place. C'était une communauté naissante. Moi, quand j'ai commencé dans les années 70, elle a joué un rôle important dans la prise de conscience. Mais je crois que sa force, quand même, je pense que c'est un exemple qui est d'ailleurs repris quand on regarde la Convention sur la biodiversité, mettre en place aussi, un peu une même approche que celle du GIEC, c'est-à-dire une véritable analyse scientifique du problème. Je pense que l'apport de la communauté scientifique, effectivement, je m'y suis impliqué moi-même, mais c'est vraiment un travail d'équipe généralement, aussi bien sur les glaces polaires que tout ce qu'on fait actuellement. La communauté scientifique a joué un rôle essentiel dans la prise de conscience, et ce que j'aimerais, mais je sais le dire et je continue à le dire, c'est qu'effectivement, et c'est pas la voie qu'on prend forcément en France, c'est que la recherche fondamentale, c'est là-dessus qu'on s'est construit, garde une place. Et pour le moment, justement, alors j'ai rien contre l'innovation, mais à un moment, on nous dit la recherche doit être vraiment orientée vers l'utilisation. En gros, on abandonne un peu trop la recherche fondamentale, et ce que j'aimerais, c'est qu'on continue, parce que c'est important aussi, et c'est ça qui finalement a construit notre communauté scientifique, et on en recueille les fruits 50 ans après, dans une expertise qui est quand même très claire, très solide. Tu penses qu'on écoute assez les scientifiques aujourd'hui? Que ça va empirer ou qu'au contraire ça va s'améliorer? Non, je pense que ça va
Par moment, je crains que dans une... Bon, c'est pas encore complètement vrai maintenant, mais dans 7-8 ans, quand tout le monde sera convaincu que le réchauffement climatique est là, il va y avoir 2015 sera probablement plus chaud que 2014, et les gens nous diront pourquoi vous ne l'avez pas dit, alors qu'on le dit depuis 50 ans. Il y aura un sentiment de panique, et au contraire, les scientifiques auront un rôle de plus en plus important à jouer plutôt que le contraire. Je le redis, sur l'innovation, sur le diagnostic. On a eu quand même de l'écoute, je l'ai raconté déjà, mais bon, par exemple, sur le premier volet du rapport du GIEC, François Hollande nous a invités à l'Élysée, il nous a demandé d'organiser une réunion, il a passé 2 heures. Voilà, donc ils ont passé du temps. Ségolène Royal aussi, disons, a accueilli les 2 autres rapports, Laurent Fabius également. Tout ça s'est bien passé, donc on peut... Bon, c'est peut-être qu'il y avait une dynamique un peu différente parce qu'une fois qu'ils étaient engagés, enfin, disons que le gouvernement français était engagé dans la conférence climat, c'est vrai que mais il y a eu une écoute, mais je dirais avant la conférence climat, je peux aussi citer ceux avec qui j'ai travaillé dans le Grenelle de l'environnement, que ce soit Chantal Joanneau, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est vrai qu'ils savent quand ils parlent de climat, ils savent de quoi ils parlent. C'est ça, je veux dire. Il y a eu aussi des échanges avec la communauté scientifique. Il y a quand même une vraie continuité. Merci Jean. Alors il y a peut-être plein de scientifiques parmi vous qui ont peut-être plein de questions à lui poser. Donc on va lancer les questions. N'hésitez pas à vous manifester. Moi j'ai encore plein de questions à te poser s'il n'y en a pas. Donc prenez la parole vite, sinon... Bonsoir et merci beaucoup. Je m'appelle Pierre-André, je suis doctorant en philosophie et je travaille sur la question de la justice climatique. Vous avez parlé du changement de paradigme dans les négociations internationales et le passage d'un paradigme dans lequel on cherchait à répartir les émissions entre les pays à un nouveau modèle dans lequel on leur demande de donner leur contribution et ensuite on essaye de se mettre d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas le risque dans ce changement qui est assez pragmatique vis-à-vis des échecs précédents, des négociations précédentes, est-ce qu'il n'y a pas le risque de perdre de vue la question de la justice et de l'équité, alors qu'à la base, la Convention climat cherchait à répartir de manière équitable les émissions entre pays du Nord et du Sud en fonction de leurs responsabilités et de leur capacité à agir? Oui, je crois que tu as raison. Donc, là, pour une justice climatique, alors il y a quand même un vrai débat entre est-ce que la justice climatique, c'est que tout le monde ait le droit aux mêmes émissions ou pas. Il faut aussi tenir compte des spécificités de certains pays, mais bon, par exemple, ce que fait la Fondation Hulot, j'y suis, c'est aussi effectivement de regarder si on tend vraiment vers des émissions, disons en tout cas égales pour tous les pays, même si si on regarde les émissions, on peut imaginer que certains pays du Nord ont peut-être plus besoin de se chauffer. Enfin, on peut peut-être moduler un peu. La justice climatique, c'est pas forcément égal partout, mais c'est effectivement, je pense que c'est cette idée que tout le monde soit à égalité devant ça. Ça ne veut pas dire forcément les mêmes émissions, je crois que toi t'en es convaincu. Bon, moi donc c'est vrai que Jean-Louis Borloo avait aussi adopté ce terme de justice climatique, mais la justice climatique, moi ma crainte actuellement, c'est par exemple, est-ce que l'instabilité de certains pays est déjà peut-être liée, donc il y a en tout cas certains articles qui attribuent, alors ça se discute, qui attribuent l'instabilité de la Syrie au fait qu'il y a eu des sécheresses successives depuis une quinzaine d'années. J'étais donc à Draguignan, c'était un colloque entre les Iraniens et les États-Unis auquel j'assistais, et quand les Iraniens parlent de ce qui se passe dans leur pays, c'est vraiment très très difficile. Donc si effectivement les pays riches ne vont pas au-delà des 100 milliards de dollars vers les pays pauvres. Et moi, j'ai peur que le réchauffement climatique, je l'ai un peu dit, ça accentue le fossé entre pays riches et pays pauvres si on ne prend pas ça. Et ça, c'est une question, disons, c'est une raison d'instabilité. Donc, je suis profondément en phase avec l'idée de justice climatique. Après, c'est aussi très bien que les philosophes, il y en a, donc, qui commencent à s'intéresser à ces problèmes de réchauffement climatique, d'équité. Donc, moi, je suis. Voilà. Tu me donneras ce que tu fais. Voilà, merci. Bonjour, donc, je m'appelle Marie-Constance et je suis étudiante en ce moment. Je voulais savoir, vous avez parlé de diminuer les énergies fossiles et de s'orienter vers les énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous pensez de la place du gaz naturel, en particulier le gaz naturel liquéfié, qui est une énergie fossile mais basse carbone dans cette transition énergétique? Donc effectivement, là, les gaziers, à juste titre d'ailleurs, enfin je ne suis pas assez
Bon, c'est vrai, c'est la réalité. On sait que pour produire la même quantité d'énergie avec du charbon, enfin bon, ça dépend du type de charbon qu'on prend, il y a pratiquement un facteur 2 en termes d'émissions à gaz à effet de serre. On émet 2 fois plus de gaz à effet de serre pour produire la même quantité d'énergie avec du charbon qu'avec du gaz naturel. Le gaz de schiste, c'est peut-être un peu différent, et le fuel, c'est intermédiaire. Donc c'est un bon argument pour la transition de dire on va vers le gaz. On n'y va pas vraiment, donc ça peut permettre de gagner, mais globalement, on n'a quand même droit qu'à 210 milliards de tonnes, hein. Donc il y a aussi du carbone. Ensuite, il y a un autre intérêt qui est peut-être plus, qui est vraiment à prendre en compte, c'est le fait que les réseaux de gaz, on peut y injecter du gaz, du gaz renouvelable. Enfin, par exemple, la méthanisation, on peut y injecter. Ça, c'est un point aussi qui est assez positif. Le fait qu'on pourrait transformer, donc il ne faut surtout pas supprimer les réseaux de gaz parce qu'on pourrait progressivement les transformer en gaz renouvelable. Donc ça serait progressif. Donc c'est aussi un argument en faveur de garder le potentiel gaz. Donc, mais je sais qu'il y a un peu de greenwashing derrière, mais c'est une réalité quand même que ça émet moins pour produire la même quantité d'énergie. C'est mieux que le charbon. Vous parliez Elisabeth de Paris, vous parliez de petits gestes. Et je voulais savoir si le fait, par exemple, que les magasins, été comme hiver, laissent leurs portes ouvertes, est quelque chose d'important ou Allez, simplement... Antoinette va répondre. Allez. Si, moi je réponds. Parce que chaque fois je le dis, Bon, Antoinette, moi je laisse répondre. Bon, moi, je veux bien répondre de manière peut-être un peu plus générale sur les nombreuses actions qu'on peut avoir au quotidien. Alors, on a beaucoup parlé d'énergie. Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur l'alimentation, sur les questions de gaspillage. Alors, on évoquait la question de gaspillage d'énergie. Sur ce point-là, moi, je tiens à dire qu'il y a énormément d'endroits, et particulièrement dans les villes, où on a du gaspillage d'énergie parce qu'il y a de la chaleur. Alors, on a travaillé sur la chaleur des égouts, sur la chaleur émise par les data centers pour pouvoir la récupérer et faire chauffer des bâtiments. Donc, il y a tout un travail sur ces énergies de récupération qui peut être fait, et particulièrement, qui est fait d'ailleurs, particulièrement dans les villes en milieu très dense, où la récupération est sans doute plus simple. Sur la question des biodéchets, c'est aussi tout un enjeu des villes de réussir à collecter les biodéchets. Aujourd'hui à Paris, c'est 150 000 tonnes de biodéchets qui sont incinérés. S'ils étaient transformés alors en énergie ou en compost pour aller amender la terre, eh bien, alors en énergie particulièrement, parce que ce serait effectivement une énergie qui, elle, serait une énergie de récupération en quelque sorte, ou en tout cas une énergie... en tout cas, qui éviterait ce gaspillage d'aliments, qui éviterait l'incinération et qui permettrait une valorisation énergétique. Pour ce qui est des magasins, comme énormément de gestes, comme l'affichage, j'entends par là les panneaux d'affichage et les enseignes lumineuses clignotantes, il y a énormément de gestes et énormément d'actions à avoir pour pouvoir limiter ce gaspillage d'énergie au sein des villes. Et je voulais juste dire aussi un mot sur le gaspillage alimentaire, puisqu'aujourd'hui, si on devait quantifier les émissions de gaz à effet de serre du gaspillage alimentaire, ce serait le 3e pays, ce serait l'équivalent du 3e pays au monde derrière la Chine et les États-Unis. Et donc, c'est-à-dire que pour pouvoir produire cette alimentation qui, au final, est jetée sur toute la chaîne, au moment de la production, du transport, de la distribution ou directement de notre frigo à notre poubelle, eh bien, si on comptabilise toute l'énergie qu'il faut pour cette production alimentaire qui finit par être jetée, donc qui ne sert pas à nourrir la planète, eh bien, ce serait le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre. Donc là, ce sont des actions qu'on peut avoir, nous, en tant que citoyens, ou nous, en tant que collectivité, que ville. Un autre levier, et Jean Jouzel en a parlé, c'est la question des investissements, où là aussi, en tant que collectivité, on investit énormément, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la construction, dans les transports. Choisir d'avoir un investissement sobre en carbone, respectueux de l'environnement, c'est aussi un acte fort que là, les villes, les régions peuvent avoir, et je vais dire en dehors de toute décision liée à la COP21. Voilà, je voulais juste dire que nous avons des moyens d'action et des leviers d'action possibles. Et la végétalisation des villes, bien entendu, qui est là plutôt un facteur, je vais dire, d'adaptation, mais qui est aussi un moyen de nous reconnecter à la nature. Et dans notre relation à l'environnement, c'est aussi important. Merci.
Merci Antoinette. Donc, bonsoir Frédéric. Donc, j'avais une question et une information à apporter. Donc, ma question, c'était par rapport aux grandes solutions qui seraient utilisables pour maîtriser le changement climatique. Vous l'avez évoqué un peu, M. Jouzel, à travers l'aspect énergétique, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, comme par exemple la reforestation, les modifications de pratiques de l'élevage, l'isolation par exemple, et selon vous aussi, quelles seraient parmi ces grandes solutions, quelle serait celle dans le domaine énergétique la plus à utiliser? Donc parmi ces grandes solutions, ça c'était ma question, lesquelles on peut privilégier, et ne faut-il pas prioriser? Enfin, mon information, c'était non pas sur les grandes solutions, mais c'était sur les petits gestes que vous évoquiez, qu'il ne faut pas oublier. Juste pour vous dire que en fait, moi, j'ai créé un jeu de société sur les éco-gestes qui s'appelle Écosystème. Et là, on est en train de lancer un jeu à l'occasion de la COP21 sur le climat. Donc, vous pouvez avoir des informations sur KissKissBankBank. Je vous invite à y aller pour que cette petite solution puisse monter peut-être dans l'échelle des grandes. Oui, Merci. alors, pour répondre à ta question, donc sur la reforestation, il y a des choses à faire. D'abord, arrêter la déforestation, reforester. Et ensuite, par exemple, Stéphane Le Foll en France a essayé de mettre en route, alors il appelle ça 4 pour 1000, c'est-à-dire d'accroître chaque année de 4 pour 1000 la capacité de stockage du carbone dans les sols. Donc il y a des actions à faire. Disons effectivement, en tout cas, il y a une dégradation des sols qui pourrait être arrêtée, au contraire, en absorbant du carbone. Et ça aurait quand même des avantages, mais il faut mettre ça en route. Et c'est peut-être un peu ambitieux d'augmenter de 4 pour 1000 chaque année, c'est pas simple, mais du côté, disons, reforestation et sol, il y a certainement beaucoup à faire. Le problème après, mais ça va être la compétition entre l'énergétique et l'alimentaire. Donc il faut aussi, disons, l'augmentation de la population fera que disons, l'alimentaire, je crois que, je dis souvent que, disons, ce sera probablement plus facile de fournir de l'énergie, enfin, disons, de fournir de l'énergie à l'ensemble de l'humanité non fossile que de le nourrir à la fin s'il y a un réchauffement climatique important, parce que les rendements agricoles seront affectés et, disons, les capacités de pêche également. Donc c'est assez négatif du point de vue alimentaire. Le réchauffement. Il y a une question au fond, je crois. Alors j'avais une question très proche en fait de ce qui vient d'être dit. C'était sur la formation d'humus dans le sol pour stocker ce carbone. Et bon, alors du coup l'autre question que je me posais, c'est par rapport aux autres types de ressources. Si on recentralise sur l'électricité, par exemple, au niveau de l'énergie, qu'en est-il des minerais nucléaire et aussi toutes les autres ressources qui ne sont pas abordées, par exemple, quand on parle de climat, du type les ressources en sable, en érosion du sol, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est vrai, là, dans la même ligne, il y a un article récent, de l'an dernier dans Science, qui disait qu'une des limites au développement de l'éolien, ce serait la disponibilité du fer, de l'acier. Donc ça peut paraître, on n'y pense pas forcément. Donc oui, effectivement, tous ces développements demandent des ressources autres que des constructions, il faut tenir compte de tout cela et des cycles de vie. Et je suis d'accord que le sable est aussi un problème. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça. Et quant aux ressources, pour le nucléaire, c'est un autre débat. Il y a pour le moment assez d'uranium, mais c'est pas renouvelable, c'est très clair. C'est aussi géopolitiquement très très difficile. Donc voilà, je pense qu'il faut dissocier le problème du nucléaire là-dessus, mais il y a des problèmes de ressources. Il y a aussi le problème que certains éléments, par exemple des terres rares, sont pour le moment indispensables pour le solaire ou pour certaines fabrications. Et il faudrait, il faudrait des innovations qui font qu'on puisse se passer effectivement de ressources rares dans ce développement des renouvelables. Pendant que le micro circule, alors devant, je crois qu'il y a une question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jouzel. Alors, je m'appelle Adrien Tisserand et moi, je suis étudiant en communication. Ouais. Donc, moi, je dois vous dire, juste un petit peu pour la petite histoire, ces histoires autour de l'environnement, des ressources naturelles, etc.,
ça me passe, on va dire, un petit peu au-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir ce soir, voilà, pour peut-être en apprendre plus. Et en fait, ce qui m'a interpellé dans votre discours à un moment, c'est que vous avez dit, voilà, ça fait, j'imagine, ce que j'ai compris, vous êtes donc dans ce domaine, donc qu'est l'environnement depuis, voilà, quand même, pas l'environnement, pardon, peut-être que je m'exprime mal, mais dans ce domaine depuis assez longtemps. Et vous dites donc que vous criez depuis 40 ans, les scientifiques, etc., et qu'il y a des soucis sur le réchauffement climatique. Mais justement, donc moi, en tant qu'étudiant en communication et d'un point de vue communicant, vous vous êtes pas dit, peut-être que c'était un souci de communication auprès du grand public, peut-être qu'il fallait, je sais pas, vulgariser les propos ou les rendre peut-être accessibles, on va dire. Oui, ouais. Est-ce que vous avez fait des collaborations, je veux dire, avec des communicants ou pas du tout? Oui. Alors, comment je vais répéter? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un article qui est sorti qui dit que c'est du charabia. Oui, j'ai lu ça. Bon, je pense quand même que c'est peut-être un peu vrai. Il y a une partie de vrai, mais quand même, je pense que les rapports du GIEC sont très lisibles. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'à partir des rapports du GIEC, on fait effectivement des conférences, on essaye d'être abordable. Beaucoup, on écrit des bouquins, on essaye de communiquer. Oui, on l'a fait même dans le GIEC, par exemple, c'est-à-dire qu'on a fait des parties qu'on a fait relire par des communicants et réécrire par des communicants. Donc on a fait cet effort-là, cette démarche-là, parce que ce n'est pas forcément un effort. Et nous, on espère que, justement, je pense que le contact contact direct est aussi important, mais on écrit tous beaucoup des livres. Il ne faut pas se limiter au rapport du GIEC. Effectivement, il y a beaucoup d'autres moyens, au-delà des rapports du GIEC, que de communiquer la science du climat. L'absence d'écoute dans les années 90, c'était... je pense que même... c'était un diagnostic naissant, qui était quand même très clair, puisque c'est celui... on est vraiment sur une trajectoire qu'on envisageait il y a 20-25 ans. Mais le communiqué il y avait beaucoup plus d'opposition, par exemple, des entreprises. Il y a eu et du citoyen. Alors, le tournant dans les entreprises, ça a été pris, c'est le rapport Stern. Quand disons, le rapport Stern a dit aux entreprises, en gros, si vous faites rien, ça vous coûtera plus cher que si vous faites quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors là, il y a quand même certaines entreprises qui ont commencé à dire, c'est peut-être vrai, il y a peut-être des opportunités. Et vis-à-vis du citoyen, eh bien... la prise de conscience en France, c'est l'été 2003. Les gens se sont dit, tiens, c'est pas si agréable que ça, donc on va commencer. Mais avant, il y avait beaucoup moins d'intérêt, même si je suis beaucoup intervenu dans les journaux, c'était plus, ou avec les communications, c'était plus sur la recherche qu'on a faite sur les glaces polaires. Mais l'intérêt du citoyen ou la prise de conscience, elle date vraiment... S'il n'y a pas d'événement, alors que ces événements, on ne les attribue pas forcément au réchauffement climatique, mais s'il n'y a pas d'événement extrême, les gens ne sont pas sensibles à ces problèmes très facilement. Alors, on voit avec ces questions qu'il n'y a pas que des convaincus dans la salle, donc c'est bien. Bonjour, monsieur Jouzel. J'ai toujours pensé que la voiture électrique allait pouvoir résoudre un certain problème. Et j'ai lu dans Le Monde la semaine dernière que c'était en fait une fausse bonne idée. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est un article de Stéphane Lhomme. Moi, j'ai lu aussi, je pense, Stéphane Lhomme qui est un porte-parole, disons, de Sortons du nucléaire. C'est pas tout, mais enfin qui... moi, j'aimerais bien vérifier les chiffres de cet article. C'est ce que je vais faire. Donc, je ne peux pas répondre parce que ça m'a semblé tellement... c'est la première fois que je lis ça et je ne crois pas que ce soit réel. Mais enfin, il faut que je vérifie. Tu vois. J'ai lu cet article, ça m'a aussi marqué. C'est celui-là, donc, je pense. Pendant que le micro circule, Jean, j'avais une question supplémentaire. Est-ce que le problème du réchauffement climatique aujourd'hui, en tout cas dans les changements et les prises de conscience, c'est pas exactement le problème que évoquait Keynes au sujet de l'économie? C'est du long terme et dans le long terme, on sera tous morts. Oui, c'est bien ça. Disons... Oui, dans le long terme, on sera tous morts, sauf que quand même, ceux dont on parle là, si on ne fait rien, ce sont quand même les jeunes, ils sont là, ils sont peut-être morts, mais ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils seront là à la fin du XXe siècle. On arrive à convaincre des entreprises quand on leur dit, voilà, c'est du très long terme, il faut changer maintenant? Non, voilà. Ça ne sert à rien. Non, franchement, je vois bien que c'est pas un argument qui pèse beaucoup. On préfère notre confort d'aujourd'hui à... Disons, oui, on est un peu égoïste. Hein. C'est pareil pour les retraites. On est égoïste pour les retraites, on est égoïste pour beaucoup de choses, nos générations.
Oui, mais je pense que c'est une réalité quand même. Et justement, bon, j'essaie plutôt d'évoquer, je dis souvent, c'est plus un problème des générations futures, c'est un problème des jeunes d'aujourd'hui. On ne parle même plus de génération future, donc on en est là pour le moment. Donc c'est tellement rapide si on ne fait rien. J'espère qu'on maîtrisera, mais que c'est bon, c'est un peu facile de dire c'est plus les autres, hein, ils sont là. Il y a d'autres questions, je crois. Oui, Dominique Martin-Ferrari, journaliste. Je voudrais revenir sur la réflexion qui a été faite tout à l'heure par le communicant. Je crois que pour avoir mis en scène depuis plus de 20 ans sur France 5 et ailleurs toute cette histoire du climat, c'est pas une question de charabia, mais non, pas du tout, parce que quand on explique bien, c'est très clair. Mais je crois que c'est beaucoup plus un problème systémique, c'est-à-dire que ce qui bloque les gens, c'est la complexité de la question. Et moi, j'ai vu évoluer sur ces 20 ans la prise de conscience au fur et à mesure qu'on embarquait dans le bateau d'autres membres de la communauté, c'est-à-dire la communauté écologique d'abord, puis après la communauté scientifique, puis après la communauté technique, puis après la communauté des entrepreneurs, etc. Et au fil des jours, les choses ont évolué parce que de plus en plus de gens comprenaient qu'ils étaient touchés. Mais je crois que c'est ça. Et je crois qu'une des victoires, quand même, est-ce qu'on pourrait peut-être en parler, c'est l'avancée de cette approche systémique. Tu as évoqué tout à l'heure, Jean, le fait que même pour la biodiversité, ça a évolué. On a l'impression qu'on prend le monde autrement qu'on ne le prenait en 92. Oui, enfin, effectivement, probablement, bon, je pense que le message est plus fort s'il n'y a pas que la communauté des scientifiques, par exemple, du climat qui en parle. C'est très clair. Une fois qu'on a les économistes, les environnementaux... Enfin, bon, j'ai toujours salué le travail des ONG parce qu'effectivement, elles participent à la prise de conscience. Par exemple, montrer le lien avec la biodiversité. On a beaucoup de liens avec IPBES, donc tout est lié. Donc on a une meilleure connaissance probablement des impacts, on sait peut-être mieux les exprimer, mais bon, moi je ne pense pas que... puisqu'on se fréquente depuis longtemps, Dominique, depuis ses 20 ans, on se connaît. Bon, je ne pense pas qu'on ait tellement changé le discours. Bon, moi, j'essaye de parler toujours pareil, mais c'est vrai qu'il est élargi. Hein. Il y a des philosophes qui en parlent, des économistes, les sciences sociales s'en sont emparées, hein, beaucoup plus, et c'est très bien. Donc, vraiment, les médecins ont compris que c'était aussi leur problème. On a fait une grande conférence à Paris en juillet. Tout ça a été représenté. Disons, les inventeurs, les innovateurs ont compris aussi que c'était vraiment une mine de possibilités, de potentialités de développement. Tout ça, ça n'existait pas. Et maintenant, ça change aussi parce qu'on voit bien qu'on peut construire une société différente, un mode de développement différent, que ce n'est pas perdu d'avance. Mais il faut aussi, ce que je ne vais pas me répéter, mais s'il n'y a pas d'innovation, c'est d'autres qui vont la faire que les purs scientifiques. Donc oui, c'est une communauté beaucoup plus large. Les entreprises ont complètement changé leur regard. Je donne toujours, y compris Total, y compris non, mais enfin je veux dire, par exemple, je donne cet exemple parce que c'est quand même différent d'il y a 15 ans, c'est Patrick Pouyanné qui m'a invité à aller le rencontrer, hein, c'est-à-dire il avait envie de discuter de climat, je lui ai dit qu'il fallait, il connaît bien l'histoire de, en gros si on veut s'en sortir, il faut laisser les fossiles là où ils sont, il m'a pas dit c'est faux, il m'a dit je le sais, mais comment on fait ? Mais c'est déjà un progrès énorme, il faut bien se rendre compte de ça, parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le même discours. Donc voilà, donc les choses avancent, mais pour dire, on essaye de communiquer avec les collectivités, les entreprises, alors certains me le reprochent d'ailleurs, mais enfin moi j'ai envie de faire comme ça. Et donc, je pense que ça avance, malheureusement pas assez vite. Donc c'est exact aussi. Merci. Bonsoir Aurélie. Moi je travaille dans le domaine de la construction durable, donc je suis souvent confrontée à des sceptiques. Mais ma question, c'est, j'ai le sentiment, en plus dans mon métier, que des solutions techniques, il y en a beaucoup. Ça existe. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème est plus sur le sujet, effectivement, de la communication, voire de l'éducation. Comment j'arrive à convaincre ? Et est-ce que, selon vous, une idée peut-être, est-ce que le changement climatique ne devrait pas devenir une matière enseignée à l'école ? Si, on essaie. Si, alors ça, ma réponse est clairement oui. Il y a quelques touches. Il y a eu une refonte des programmes dans lesquels, j'ai beaucoup de mes collègues qui se sont impliqués, mais ça ne sera pas encore. Toutes les disciplines veulent être enseignées à l'école. Hein, ça va aussi. Le numérique veut tenir sa place, mais bien sûr que ça doit. Ça doit effectivement être à l'enseignement.
déjà dans les années 90, bon, une de mes fiertés, bon, je raconte ça, mais bon, il faut bien faire. Donc en 92, on avait un fils qui devait être en première, et donc on venait publier les résultats de Vostok montrant cette corrélation entre climat et effet de serre dans le passé. Et donc c'était dans son bouquin de première. Et je lui dis, tu sais, moi c'est ce sur quoi je travaille. Il me dit, bon, bah, voilà. Donc tu vois, même lui, il est à peu près sensibilisé. C'est pas ça, mais maintenant. Mais je veux dire, dans les années 90, il y avait pas mal. Il y a peut-être moins maintenant, mais j'espère que ça va repartir une vraie présence, mais pas que de l'environnement en général, de l'enseignement qui est quand même très faible dans les cursus scolaires. Une des choses qui m'a frappé, donc je vais terminer, je ne veux pas être trop long, mais c'est une enquête faite dans les grandes écoles. Alors c'était il y a 2 ans, j'espère que ça a changé. La moitié des élèves des grandes écoles sont sceptiques vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc ça nous a abattus. Bon, voilà, non, mais ça c'est... Les plus concernés, les moins éduqués. C'est une enquête qui existe. Merci. Bonsoir Monsieur Jouzel, je suis Aurélia. C'est ici, juste là, juste derrière, vraiment derrière. Désolée. Ça va. Donc, je travaille pour un réseau économique franco-japonais. Nous organisons un forum le 2 décembre, justement, sur le changement climatique et les solutions industrielles. Et ma question était, on parle beaucoup de la puissance des lobbies industriels. On sait qu'il y a des techniques qui existent pour lutter contre le changement climatique, mais est-ce qu'il existe un lobby scientifique? Et s'il existe, est-ce qu'il est assez fort? Donc, moi j'aime bien. Alors ouais, non, on nous reproche cela, c'est-à-dire, moi j'aime bien la définition de la mission du GIEC pour répondre. La mission du GIEC, c'est de faire un diagnostic, non pas de faire des recommandations. Pour moi, donc l'idée, et je pense que c'est quand même une force, c'est bon, en gros, c'est notre objectif, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. C'est ça l'objectif de la communauté scientifique. Je pense que la décision est éminemment politique dans une démocratie. Alors on peut s'engager ensuite, donc on peut s'engager aussi politiquement, mais bon, moi je suis pas dans trop d'associations. Enfin, même par exemple le GIEC, on nous demande de ne pas s'investir trop dans des associations militantes et tout ça, ce qui est assez logique. Donc non, moi je pense qu'il faut que notre rôle soit réellement cela, fournir. C'est éminemment politique ensuite. Alors on peut discuter avec les politiques, ce qu'on fait aussi, mais bon, je crois. Enfin, le rôle du scientifique, c'est vraiment de se fournir ces éléments, moi je pense, de convaincre, d'argumenter, certes, mais bon, s'engager dans la politique, par exemple, c'est une autre démarche aussi. Donc il n'y a pas vraiment de lobby politique, de lobby scientifique pour, effectivement, on met les choses sur la table et puis venez vous servir, c'est plutôt ça. C'est peut-être pas assez proactif, mais moi j'aime bien cette attitude quand même. Avec la question de la responsabilité du scientifique, de son impartialité, en laissant le choix aux ONG. Parce qu'on s'est aussi accusé autrement. Hein. Il faut voir que bon, si on va au-delà du diagnostic, on est aussi accusé justement de faire du lobbying. Voilà. Il nous reste 5 grosses minutes. Je crois qu'il y a au moins encore 3 questions. Bonsoir, Olivier Drini. Alors moi, j'avais une question qui était un petit peu plus technique. Sur les modèles climatiques, il y a quelques années, il y avait l'histoire des pergélisols qui pouvaient fondre avec le méthane qui se répandait, donc une externalité négative, enfin, qui pouvait emballer la machine climatique. Est-ce que vous pensez que sur les modèles climat, on est mature, il y a encore des trucs comme ça qu'on pourrait avoir ratés ou pas? Et j'ai une deuxième question qui est plus business. Il y a les entreprises qui en fait sont investies un petit peu dans les questions de climat. C'est plutôt les entreprises qui sont sur des cycles longs, les gens qui construisent des barrages par exemple, ou des gens qui construisent des ponts pour les trains, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres entreprises qui commencent à être touchées par ces questions de climat? Oui, pour la deuxième question, il y a vraiment, oui, il y a vraiment des entreprises dans lesquelles, alors ça peut, d'abord, oui, qui s'engagent et qui comprennent le climat est important, y compris dans des investissements à long terme, parce que on ne fait pas n'importe quoi. Donc moi, je pense qu'il y a une meilleure prise de conscience dans les entreprises en général qu'il y a une vingtaine d'années. Et les entreprises, globalement, acceptent, sont tout à fait convaincus de la réalité du changement climatique. Et je pense que c'est tout à fait louable moi, pour certaines, qu'elles cherchent à en utiliser les potentialités. Ça, c'est très bien.
Donc attends, la première question du coup, oui, sur le permafrost, oui, c'est pas vraiment, le permafrost n'est pas vraiment une externalité du modèle climatique lui-même, c'est une externalité des scénarios d'émission, en quelque sorte. Donc oui, effectivement, sur les modèles, il y a des incertitudes, on ne les cache pas. Quand on parle d'un réchauffement, la meilleure façon de le donner, c'est quand on parle d'un réchauffement de 4 degrés en moyenne à la fin du siècle, il y a un modèle qui va donner 3, et puis à l'autre extrémité, un modèle qui va donner presque 6. Donc il y a presque un facteur 2 dans la projection, parce que alors la première source d'incertitude, c'est pas les gaz à effet de serre, c'est tous ces problèmes du rôle. Alors on parle d'interaction entre les nuages, les aérosols et les rayonnements, c'est-à-dire disons la pollution, les aérosols jouent un rôle, et c'est là où sont les principales sources d'incertitude actuellement dans les modèles. Donc oui, on peut toujours améliorer. On reste très prudent c'est pour ça qu'on reste très prudent dès qu'on va à une échelle régionale. On sait que, on nous demande souvent de regarder aux échelles régionales, mais on sait qu'il faut être très très prudent. Donc il faut bien qu'on garde cette notion qu'on a des incertitudes qui sont quand même bien exprimées dans les rapports du GIEC. Alors c'est vrai, dans les conférences, tu fais bien de poser ta question, ça permet de dire que oui, il y a des incertitudes, mais je dis toujours que les certitudes sont suffisantes pour l'action. Qu'on réchauffe de 3 ou de 6, c'est pas trop le problème. De toute façon, il faut faire quelque chose. Les certitudes sont suffisantes pour l'action, mais les incertitudes sont bien là, quand même. Il ne faut pas... Alors, on est censé libérer la salle à 45, il est 45, mais on va prendre encore d'autres questions. Alors, en vitesse, bonjour Christine. Je voudrais savoir quelles sont là où les innovations, précisément pas farfelues pour le coup, mais que vous avez observées, qui n'ont peut-être pas encore révélé tout leur potentiel, mais qu'il faut suivre de près aujourd'hui, selon vous. Oui, alors, les innovations, elles sont quand même, par exemple, les innovations majeures, pour moi, sont dans le solaire, des diminutions de coûts. Est-ce qu'on aura vraiment un jour, on pourra avoir simplement un recouvrement de bâtiments? Par une innovation qui m'a bien plu, alors je ne sais pas si elle est réelle, mais c'était la semaine dernière, j'ai vu ça, l'idée d'avoir des routes solaires. C'est l'INES quand même, c'est CEA, CNRS, et si ça marche, c'est formidable, parce que c'est là. Donc, effectivement, quand on voit ça, moi, justement, c'est une innovation qui m'a bien plu. C'est pas parce que le CEA est impliqué, mais bon, c'est le genre de truc qui peut aider. J'avais bien aimé aussi, je suis allé ça m'intéresse, l'innovation, je suis allé aussi à des présentations, des recharges de batteries pratiquement immédiates, donc des condensateurs, c'est-à-dire avec des nanoparticules. Donc le problème de la durée de recharge serait vraiment de devenir... Voilà, il y a plein d'innovations dans les usages et tout ça. Je parlais de la route là récemment, vraiment des innovations dans le solaire se font aussi. Et puis des innovations à long terme, ça pourrait être dans les énergies marines, par exemple. Il faut faire preuve de beaucoup d'innovations si on veut vraiment les utiliser. Donc il y a beaucoup à faire, me semble-t-il. Et dans la récupération de chaleur, tout ça, là, ce dont on parlait. Donc voilà, il y a plein d'idées, à mettre en avant. Le bar vient d'ouvrir. On continue avec peut-être une dernière question. Il me semble qu'il y en avait une. Ce sera certainement la dernière avant la conclusion. Merci. Merci. C'est peut-être moins une question, plus une réflexion sur tous les échanges qui ont eu lieu ce soir entre la question de la justice climatique et la question en fait, au final, des portes des magasins qui se fermaient. En fait, je pense qu'il y a ici quelque chose de très intéressant. En fait, c'est la question de l'échelle de l'effort. C'est-à-dire que en fait, là, donc, c'est les pays qui se réunissent, mais on ne parle pas suffisamment, je pense, effectivement, des villes, de l'action des villes. Et peut-être qu'on ne porte pas aussi suffisamment l'accent sur l'action que pourraient avoir les collectivités. Parce qu'en fait, quelque part, dans la justice climatique, on se dit, voilà, le pays doit faire un effort, l'individu doit faire un effort, mais la collectivité, qu'est-ce qu'elle fait pour justement, par exemple, un arrondissement dans Paris pourrait dire à Monoprix ou un autre magasin, faites un effort, parce que vos clients le font, nous on le fait, donc pourquoi vous ne le ferez pas? Et donc peut-être vous permettre de réagir sur la question, ne serait-ce que par exemple dans les parcs, on est encore en train de ramasser les feuilles avec un engin qui fonctionne au fioul, ou d'avoir des trottoirs bitumés encore aujourd'hui dans Paris. Je trouve ça un petit peu... voilà, comme je suis ingénieur architecte, j'ai un peu réfléchi sur la question. Et donc voilà, si vous me permettez de réagir là-dessus. Donc moi, non, simplement pour commenter, moi c'est toujours...
dans mes conférences en public, mon dernier transparent, c'est souvent de dire que tout le monde est concerné. Alors les États, leur rôle, je vais conclure, c'est d'avoir un accord ambitieux, mais la réalité des choses, elle se passe dans les territoires, dans les collectivités à tous les niveaux. Les ONG jouent un rôle important, les entreprises aussi. Il faut pas, donc je pense qu'il faut qu'elles vivent, qu'elles créent de l'emploi, qu'elles profitent des opportunités. Et puis, je redis, les médias, la communauté scientifique et chacun d'entre nous. Je veux dire, par là, on est tous, effectivement, les collectivités ont un rôle important à jouer, mais elles sont très, très présentes. Et c'est une des premières fois, elles ont été officiellement, ils ont intronisé à Cancun, disons, le mot collectivité est rentré dans l'accord, et maintenant elles sont très, très présentes. Elles seront très présentes, j'espère, à la COP, bien sûr. Merci à vous tous. Merci à vous très tous. chaleureux. Merci. Merci Jean. Merci au groupe SOS. Je crois qu'il y a un sujet qui a été évoqué en demi-teinte, qui est le sujet de la citoyenneté, qu'on a en fait évoqué à plusieurs reprises. Et ce sera le mot conclusif en espérant atteindre ces 1,5 degré pour tabler au moins dans le 2. Merci à tous. Merci Alexis et merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Merci.